Les muscles de la nuque sont testés par extension contre résistance. À la face, de très nombreux muscles peuvent être évalués. On illustre ici l'orbiculaire des paupières, par occlusion des paupières, les muscles péribuccaux dans les mouvements de grimace, l'acte de siffler ou de souffler, les muscles possiers du cou. Enfin, on n'oubliera pas la protraction de la langue à la recherche d'une asymétrie ou d'une amyotrophie. En fonction de la pathologie observée, on est souvent appelé à réaliser une évaluation musculaire détaillée qui précisera pour chaque muscle le degré du déficit et en fonction des muscles intéressés, le type de l'atteinte centrale ou périphérique, tronculaire ou radiculaire, ou purement musculaire. La force de chaque muscle est quantifiée par une note de 0 à 5, suivant la cotation internationale du testing, allant de 0 paralysie complète à 5 force musculaire normale. Il est habituel que les atteintes motrices s'accompagnent de modifications du tonus et réciproquement. L'hypertonie pyramidale ou spasticité est en grande partie organisée au niveau médulaire. Deux types de fibres, 1A et 2, envoient des afférences en provenance du fuseau neuromusculaire aux motoneurones alpha et gamma qui projettent respectivement sur les fibres musculaires et fusoriales. La boucle myotatique est hyperactive en raison de la lésion de la voie pyramidale qui n'exerce plus son action sur les interneurones inhibiteurs. L'hypertonie pyramidale est dite élastique car le membre étiré a tendance à reprendre spontanément l'attitude en flexion. La spasticité se caractérise par sa sensibilité à la vitesse d'étirement du muscle et à l'amplitude du mouvement. Elle augmente parallèlement à celle-ci. On la recherche préférentiellement aux membres supérieurs sur les fléchisseurs comme le biceps, par des mouvements d'étirement de plus en plus rapides, accessoirement sur le triceps. On peut la rechercher également par des mouvements de pronosupination, toujours à vitesse variable. Le but de l'examen étant la perception du stretch, contraction anormale du muscle, lors de son élongation rapide. On peut encore rechercher la spasticité par des mouvements d'extension rapide des fléchisseurs des doigts, la main étant maintenue en pronation, et dans les spasticités importantes, on peut entretenir un véritable clonus des doigts. Le signe de Hoffmann se recherche par stimulation des ongles, la réponse pathologique étant une opposition du pouce. Aux membres inférieurs, la spasticité prédomine sur les extenseurs. On la recherchera sur le quadriceps par des mouvements d'étirement de plus en plus rapides en fléchissant la jambe sur la cuisse. Ou encore en projetant la rotule vers le bas à la recherche d'un clonus. Sur le triceps, on recherche un clonus du pied par mise rapide en flexion dorsale, puis maintien de l'étirement. En cas de spasticité importante, on pourra obtenir un clonus inépuisable du pied. On peut également, comme à la main, stimuler les fléchisseurs. Enfin, on n'omettra pas la recherche du signe de Babinski, signe fondamental de la spasticité, et l'étude des réflexes tendineux qui sont anormalement vifs et diffusés. En opposition à l'hypertonie pyramidale, la rigidité extrapyramidale est le reflet d'une lésion des noyaux gris centraux, en particulier du noyau lenticulaire et du locus niger. Elle est dite plastique, le membre cédant à l'étirement en roue dentée et se fixant dans la position qui lui est donnée. La rigidité extrapyramidale est bien perçue sur le tendon du biceps lors de mouvements d'étirement passif. Contrairement à la spasticité, elle n'est pas modifiée par la vitesse d'étirement ou par l'amplitude du mouvement. Lors du raccourcissement du muscle, on peut observer une contraction réflexe, comme on le voit recherché ici, sur le biceps.
On parle alors de réaction de raccourcissement. La rigidité se recherche également par des mouvements de flexion-extension du poignet. Elle peut être sensibilisée ou extériorisée par la mobilisation active du membre controlatéral. C'est la manœuvre du poignet figé de Froment. Des manœuvres identiques non représentées ici peuvent être réalisées aux membres inférieurs, mouvement de flexion de la jambe sur la cuisse, recherche du raccourcissement du jambier antérieur lors de la flexion dorsale passive du pied sur la jambe. Les modifications du tonus s'observent également sous forme d'une hypotonie. L'hypotonie comporte deux composantes principales qui sont l'augmentation de la passivité et de l'extensibilité. Elle peut s'observer dans les lésions médulaires, en particulier les lésions des cordons postérieurs, qui s'accompagnent parfois d'une hyperextensibilité très importante. Dans les lésions de la corne antérieure, lorsqu'elles sont isolées, sans lésion pyramidale associée. Dans les lésions du nerf périphérique, à condition qu'elles soient suffisamment sévères ou étendues. Enfin, dans certaines atteintes purement musculaires, lorsqu'elles sont étendues et amyotrophiantes. L'hypotonie s'observe également dans les lésions du cervelet dont nous avons rappelé l'importance dans l'adaptation posturale et le mouvement. Cette hypotonie peut être globale et symétrique ou localisée à un membre. En effet, on distingue classiquement deux types de syndrome cérébelleux, l'un statique, axial, par lésion du vermis, l'autre cinétique, par lésion des hémisphères. L'hypotonie sera bilatérale dans les atrophies cérébelleuses, unilatérale dans les lésions hémisphériques latéralisées. La principale composante de l'hypotonie cérébelleuse est la passivité, dont la recherche comprend l'étude du ballon passif des bras en position debout, l'étude du ballon des pieds par des manœuvres provoquées de rotation des membres inférieurs, la recherche du caractère pendulaire d'un réflexe tendineux, et aux membres supérieurs, le même type d'examen, comme l'étude du ballon des mains illustrée ici. Bien que ne faisant pas partie du syndrome cérébelleux, nous illustrons maintenant la recherche d'une extensibilité anormale qui s'observe dans certaines formes d'hypotonie, principalement lors des lésions cordonales postérieures. Flexion dorsale du pied, flexion de la jambe sur la cuisse et de la cuisse sur le bassin, extension du poignet et des doigts, extension du triceps. Les manœuvres suivantes sont propres à la recherche d'un syndrome cérébelleux. Lors de la manœuvre de Stewart-Holmes, le mouvement est immédiatement freiné par le triceps, témoignant de la bonne synergie du groupe triceps-biceps. Dans le cas contraire, la main dépasse le but et l'on parle de dysymétrie et d'asynergie. D'autres exemples d'asynergie peuvent être recherchés. Ici, la flexion du tronc qui doit s'accompagner du contrôle de la position des membres inférieurs par les extenseurs. Une asynergie fléchisseur-extenseur provoquerait l'élévation des membres inférieurs.